étape incontournable au calendrier de tous les amateurs de bolides du temps d'avant, de spectacles, de suspense et de bonne ambiance. La montée historique du Maquisard en était cette année à sa 9e édition et le succès est tel que même le mauvais temps avait tenu à être de la partie le vendredi 15 août. Pas de quoi gâcher la fête néanmoins puisque la grosse centaine de concurrents présents était bien décidée à donner le meilleur et prendre un maximum de plaisir. Comme le veut la tradition au Maquisard, la côte de 2350 mètres était prise d'assaut par des machines parfois vraiment anciennes qui n'ont cependant fait que passer au vu des conditions météo aussi changeantes que sauvages. C'est ainsi qu'Eric Vermaelen a marqué le début de journée au volant de cette Lancia Aurelia berline de 1951, trop vite rangée sur la remorque, hélas. Encore plus frustrant, l'Alfa Romeo GT-AM de Thierry Legros, qu'elle soit ou non d'origine, ne prenait même pas le départ, son moteur refusant tout service avant même la ligne de start. Il fallait attendre un peu plus longtemps pour voir enfin débouler dans la côte la superbe Jaguar Type C 1966 de Stéphane Jacobs, qui a joué au chat et à la souris avec les gouttes de pluie, en espérant revoir ce félin en action lors des prochaines organisations de l'écurie du Maquisard. Arrivée elle aussi en droite ligne des 60s, la Buick Skylark alignée par Didier Graeff n'avait aucune chance de passer inaperçue. Sous ses aspects spectaculaires, cette américaine était néanmoins très proche de la série, ce qui en a limité le potentiel dans la montée, mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Dès lors, gloire au pilote préparateur de cette auto qui a osé la différence. D'une grange assez vite, simplement, j'ai acheté un look un peu à mon goût et puis voilà quoi. Alors refaites au niveau de la carrosserie, elle a un look assez agressif et tout? Le look agressif, la carrosserie était telle que moi j'ai fait les vitres teintées, les grosses jantes, la suspension, mais sinon l'état général elle était comme ça. Elle était comme ça et on a vu que ça balance pas mal dans la côte. On essaye, mais manque de chevaux. Gros manque de chevaux. Ouais. Donc ce n'est pas ce qu'on appelle un big block sur le capot? Ah non, malheureusement non, un petit V6, 3,7 litres, 260 chevaux. Et usé évidemment, ouais, c'est quand même une voiture de 50 ans. Bon, ça veut dire l'avenir c'est quoi maintenant? Vous allez la développer? Non, l'année prochaine on revient avec une Record Olympia, avec un 2,2 litres, un ponton bloquant, une voiture pour faire comme tous les vrais ici. Originalité toujours, Guillaume Ramakers alignait cet inattendu Morgan qui datait apparemment de la moitié des 70s, même s'il est toujours délicat de tenter de situer dans le temps les modèles de la marque britannique. Devenu un concurrent régulier des montées historiques mises sur pied par l'écurie du Maquisard, le français Joël Favé-Lesage n'en finit pas d'exhiber sa superbe Alpine A110 Groupe 4 ex-usine aux couleurs d'un Septogil et force est de reconnaître qu'on ne s'en lasse pas. Il n'empêche, les inconditionnels d'Alpine n'ont sans doute autant vibré pour cette version nettement plus proche de l'origine, proposée par Francis Gilles, une bombinette bleue de France qui reste un grand classique du genre. Nettement plus récente, mais aussi moins connue, voici l'Alpine répondant à l'appellation peu poétique de D501 V6 GT Turbo. Un modèle quasiment de série, certes, mais nullement dénué d'intérêt. C'est une D501, une version 89 en V6 GT Turbo. La cylindrée est de 2,5 litres. Bon, c'est un turbo Garrett T3, je pense, et elle développe 200 chevaux. Particularité des organisations de l'écurie du Maquisard, les nouveautés y sont toujours nombreuses, surtout lorsqu'il s'agit de voitures ayant un vrai pédigré. Et force est de reconnaître que la Renault 5 rencontre un succès croissant au fil des ans, comme nous l'a démontré José Dedry, qui a remonté cette LS version coupe très proche de la série, ce qui nous renvoie aux belles heures des coupes de promotion Renault. Une vraie coupe de 74 que j'ai racheté en région bordelaise il y a une dizaine d'années. Donc elle a tout le kit de la coupe et elle est dans son état d'origine. Et on s'aperçoit justement que ces versions coupe étaient très proches de l'origine à l'époque. Oui, tout à fait. Donc il y a un kit suspension, un kit moteur, l'arceau, les sièges spécifiques qui n'existent plus, que je n'ai plus. Mais effectivement, c'était la dernière version d'R5 où on achetait la voiture et le kit séparé. Quant à la version Alpine Groupe 2 de Dominique Ancion, on l'avait découverte lors de la récente montée historique de Faux-Rétro et au Maquisard, le pilote a donné l'impression d'avoir clairement passé la vitesse supérieure. Autre R5 en action, la version Alpine Turbo de Frédéric Close date de 1984. Elle était la seule engagée dans la montée en or. Une génération plus loin, voici la 5 GT Turbo de Jean-Louis Bulteuil, qui date de 1986, soit un an de moins que l'exemplaire de Philippe Bourlet.
On poursuit avec les inédites du Maquisard 2014 pour nous intéresser au cas de cette VW Coccinelle 1302 de 1974 que Jean Lempereur a monté en vue d'une utilisation non encore vraiment définie. On peut le rassurer, le public a adoré la sonorité de son moteur 2,4 litres. Il sera éternellement le bienvenu en montée historique. C'est une Coccinelle modèle 1302 de 1972 qui est équipée d'un moteur VW type 4 de 2400 cm3 de cylindrée. Sympa naturellement pour la côte ici, c'est suffisant pour se faire un maximum de plaisir? Oui, il faut un moteur de ce caractère-là, il ne faut pas moins. Voilà, c'est un moteur qui fait à peu près 170-180 chevaux, il faut ça. Comptant incontestablement parmi les têtes d'affiche du Maquisard 2014, Yvette Fontaine était de retour au volant d'une réplique de la Ford Escort MK1 aux couleurs de BP qui lui a permis de collectionner les succès à la fin des années 60. Beaucoup de victoires, c'était vraiment, je crois, une période de chez Ford avec les escortes où j'ai gagné beaucoup de courses. Vous êtes une amatrice, on va dire, de ces courses de course, vous les connaissez bien, car à l'époque, il était normal de participer en tant que pilote national, on va dire, à ce genre d'épreuve. J'ai participé en 67 avec la GTA, l'Alpha GTA, et puis en 68 avec l'escorte. Et donc, Maquisard, pour moi, j'adore parce que c'est vraiment, il y a beau petits virages, mais malheureusement, aujourd'hui, il pleut. Et je ne prends pas de risque parce que mes roues, j'ai un peu, les pneus sont un peu slick et je ne veux pas prendre de risque. Comme on peut s'en douter, l'escorte est une des reines des montées historiques, quelle que soit la génération. Et une fois encore, on a pu compter sur Jean-Yves Dauchard pour faire honneur à la MK1, ce qui lui a d'ailleurs valu la tasse de bronze dans le très convoité roi de l'escorte. En dépit de l'un ou l'autre tour sur lui-même, Olivier Queringent laissait parler son talent naturel au volant de cette RS 2000 MK2 de 1977. Il était classé deuxième du roi de l'escorte. Quant au lauréat de ce classement honorifique, on le découvrira plus tard. Autre escorte MK2 incontournable au Maquisard, celle de Bernard Herrmann, un parcours assez atypique et ce qui ne gâche rien, le gaillard comptait aussi titiller du chronomètre en fin de journée. C'est une escorte qu'on avait montée à l'époque avec l'aide de Gérard Boots pour le Romol, qui finalement je l'ai racheté ici pour rouler un peu au Prov historique avec mon fils. Bon, je ne devais pas être présent aujourd'hui parce que j'ai eu quelques petits soucis de santé. Et voilà, donc j'ai eu l'avis favorable du chirurgien et je vais un peu m'amuser. Mais le matin, comme vous avez pu le voir, j'ai mis des pneus neige à l'arrière pensant que ça irait bien, mais ça allait trop. Et voilà, mais je m'amuse bien, on la roule en même temps. Et voilà, c'est toujours une belle partie de plaisir de venir au Maquisard. Comptant parmi les immanquables du Maquisard, les NSU TT étaient deux à enchanter les amateurs du genre, menés à la cravache par Fawet et Clouse. Autre star germanique, la VW Golf GTI rencontre un vif succès à l'image de cette première génération d'Alexandre Benders datant de 1978. Même gabarit mais passage beaucoup moins fréquent pour la désormais bien connue Honda Civic première génération de Dominique Martens. Bolide incontournable par excellence, la Porsche 911 rencontre toujours un vif succès auprès des amateurs et même si elle est difficile à manœuvrer dans ces conditions, surtout climatiques, la version 934 de Léon Burton reste un vrai plaisir pour les yeux. Présence remarquée d'un fils d'eux au Maquisard, si cette 911 est habituellement pilotée par son papa, Félix-Marie Brasseur, au Legend Boucle de Spa, le fiston Jean Félix avait tenu à se faire plaisir cette année. Bonne idée. Super, super. J'espère que ça va rester sec. Quand ça pleut, ça glisse un peu plus. Mais c'est gai, on peut glisser un peu les travers, c'est chouette. Qu'est-ce qui vous attire ici en fait avec cette Porsche? L'ambiance, j'ai mon ami Eric Marnette qui organise un truc super et l'ambiance qu'il met, c'est fabuleux. On a des spectateurs, des invités et c'est vraiment très très chouette. D'une Porsche à l'autre, l'écart peut être grand. Nous, on a adoré cette 914 à mécanique 4 cylindres dans un état proche de la série. À son volant, Pierre Lux a mis du cœur à l'ouvrage, sans doute même un peu trop, puisque la belle a été victime d'un petit coup de chaud en début d'après-midi. C'est une carte, oui, un petit peu préparée, vilebrequin différent. Moteur poussé et dans la recherche aussi, poussé au maximum avec un arbre à cam très coupleux. C'est agréable pour les rallyes et les courses de côte. Agréable, mais apparemment pas tout à fait efficace aujourd'hui, petit problème. Oui, peut-être que je suis monté trop souvent au rupteur et le moteur a un peu chauffé. Je laisse refroidir ici pour voir un peu ce que ça va donner, pouvoir éventuellement rentrer chez moi et regarder un peu ce qu'il y a comme soucis mécaniques. Caractéristique de ce type de compétition, la liste des engagés compte quelques raretés pas nécessairement anciennes, à l'image de la Toyota Corolla AE82 de Loreto De Cecco, le papa de Cédric, le genre d'auto idéal pour s'amuser, sans prétention. Pour la bonne et simple raison qu'elle ne convient pas vraiment pour ça, mais juste pour s'amuser parce que Toyotiste dans l'âme et puis voilà quoi, les anciennes amours de jeunesse.
Et ça se passe comment dans cette montée du Maquisard? Bon, on a vu un passage tout à l'heure, bof, mais le reste? Bien, bof, tout simplement parce que la première du matin, c'est bof, hein, on n'est pas là pour faire les sauvages. Je ne m'appelle pas Cédric, je ne suis que le père. Et fatalement, pour éviter de casser l'auto, on y va mollo. C'était des pneus qu'on ne connaît pas, avec une tracée qu'on ne connaît pas, en sachant que c'est glissant dans le sous-bois. Donc il vaut mieux rire de notre tronche avec une auto entière que de faire les malins avec une auto cassée. Dans la même veine, on notait la présence de la Mitsubishi Colt 1980 de Raphaël Ledan, de la Fiat Uno Turbo IE de Nicolas Di Stefano, de la Volvo 480 de Jean-Marc Sébastien, ou encore de l'Audi 90 de Patrick Cresson en version totalement de série. Quant à la Westfield de Gino Ray, il s'agit bien sûr d'une version moderne de la légendaire Lotus 7, chère à Colin Chapman. Cette auto date en fait de 1988 et utilise des matériaux bien contemporains. Challenge devenu aussi incontournable que le roi de l'escorte au Maquisard, le prix du spectacle. Là, les candidats sont très nombreux, mettant énormément de cœur à l'ouvrage pour embarquer leur monture dans d'interminables travers. Parmi les attractions de la journée, on notait cette Nissan Silvia turbo compressée, en fait une voiture de drift, parfaitement domptée par le néerlandophone Peter Gouwy. Ici, nous espérons avant tout amuser la galerie afin que tous les spectateurs puissent en profiter. En Belgique, les vrais événements de drift sont assez rares, raison pour laquelle je m'aligne parfois en course de côte. Quel moteur dans cette auto? C'est un 2 litres turbo d'une puissance de 370 chevaux, ce qui ne doit pas être nécessairement évident sous la pluie. C'est en effet un peu compliqué de maîtriser une telle puissance. En fait, il y a trop de chevaux pour une chaussée mouillée, mais je fais de mon mieux. Tout aussi récentes, les Ford Sierra et Rescosworth sont assurés une belle part du spectacle cette année, d'autant plus sympa qu'elles étaient domptées par deux représentants d'une même famille, Yves Warnier le paternel et Michael Warnier le fils, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils étaient là pour se faire plaisir et combler le public. C'est une voiture de route avec kit en stage 2, donc on a 300 chevaux au roue arrière et 400 Nm de couple. Donc ça, c'est agréable de rouler avec presque quotidiennement. Qu'est-ce qui vous amène dans cette montée historique avec ça? Mon père a fait pendant quelques saisons de la course de côte au niveau régional. Il a été champion d'ailleurs 2 années de suite. Et je suis un peu cette race, mais à moindre mesure, en étant un peu plus amateur. Pour concurrencer les Ford dans tout genre, on peut traditionnellement compter sur les BMW série 3 de la génération E30. Deux pilotes ont ainsi fait parler d'eux d'un bout à l'autre de la journée, avec notamment Jean-François Gilles, dont la Bavaroise date de 1987. Néanmoins, celui que tout le monde attend en pareille circonstance est Lionel Junius. Les travers, le gaillard en a fait depuis longtemps sa spécialité, mais cette fois, il a équipé son Allemand d'un arceau de sécurité, de quoi l'autoriser à prendre part à la montée en or bien vue. Je vais essayer de m'appliquer. Je n'ai aucune idée, je vais essayer de m'appliquer pour voir, justement, pour le plaisir des yeux, comme on dit. Lui aussi engagé contre le chrono, Maxime Hébran a pour habitude de d'abord ravir le public de ses passages en force. Mission une fois de plus allègrement accomplie, même si le meilleur allait venir après 16h30. Délicate mission que celle du jury désigné pour décerner le prix du spectacle, c'est finalement un autre pilote d'Opel Manta, le jeune Cyril Panozzo, digne successeur de son paternel, qui a décroché la palme pour la première fois, avec mention qui plus est. Mais qu'on ne s'y trompe pas, du spectacle il y en a eu toute la journée dans la côte menant de Marteau à l'arrêt. Comme le veut la tradition dans nos reportages, voici le meilleur du moins bon, quoique finalement franchement bien. Comme le veut désormais la coutume, dès 16h30, on change de registre avec l'apparition du dieu chronomètre, un exercice qu'affectionne tout particulièrement Regina Altogart, mais que sa Peugeot 205 1300 cm3 lui a refusé cette année pour raisons techniques. Ils étaient donc 26 à passer en mode compétition, dont la BMW de Jean-François Gilles qui effectuait ses grands débuts dans la cour des grands. Au volant de cette bouillante Opel City, Marcel Laval a assuré le show toute la journée, sans néanmoins rencontrer la réussite lors de la montée en or. Seul R5 au départ de la partie finale de la journée, l'Alpine Turbo de Frédéric Loos s'en est tiré avec les honneurs, montant en 1 minute 51 secondes. Au volant de sa VW Golf de la deuxième génération, Benoît Thierry a enthousiasmé le public de la dernière épingle d'un bout à l'autre de la journée, prenant un malin plaisir à aller très loin dans l'échappatoire sur terre, et tant pis pour l'efficacité. Pas de top 20, mais une belle prestation malgré tout pour Jean-Marc Ruet et sa Ford Escort RS 2000 MK2 de 1979.
Quant à Jean-Paul Pierson, il s'en est tiré avec tous les honneurs au volant de son Opel Manta, peu aidé par le coefficient d'âge. Une mécanique en manque de souffle avec un souci s'aggravant au fil des montées a privé Christophe Bouille d'une qualification pour le top 10. Dommage car sa VW Golf 2 affiche un potentiel prometteur. Attention, bolide d'un autre monde. Pour la première fois, Kevin Falzon a défié les lois du temps qui passe avec sa bombinette Fiat 126, propulsée par un moteur 900 cm3 de moto. Sauvage, pas toujours simple à gérer, mais top 20 malgré tout. Belle prestation pour une auto qui n'a rien d'une bête de course. Cette Audi n'est en effet pas une Quattro, mais bien une coupé GT. Et Xavier Pirnet en a fait un excellent usage. Fidèle du maquisard, la famille Chacon a une fois encore répondu à l'attente avec sa très sonore Fiat 128 coupé. Top 15 loupé de peu pour Édouard Chacon-Ruiz, tandis que José Chacon se classait au 14e rang. Pas de qualif pour le top 10 pour la Porsche 911 de Jean-Claude Kaufmann, mais la fidélité du gaillard aux organisations de l'écurie du maquisard fait plaisir à voir. Quant à Lionel Junius, il a clôturé sa première montée en or en 15e position en tentant de réfréner quelque peu ses ardeurs dans les virages au nom d'une plus grande efficacité. Les VW Golf 2 connaissent un franc succès auprès des amateurs de Youngtimers. Michael Jassogne a tiré un excellent profit de la sienne avec une 13e place et un chrono en 1 minute 39 secondes. Malchanceux à Fort-Rétro, Nathan José a sans doute manqué un peu de confiance au moment d'attaquer la montée officielle avec son Opel Kadett GT. Il est vrai que quelques échéances en rallye ont incité le jeune pilote à la prudence. Il s'est classé en 12e position. Au plus malheureux de tous, il s'agissait assurément de Bernard Cornet, dont la VW Cox ne donnait pas sa pleine mesure, ce qui le laissait au 11e rang, soit la première place non qualificative. Dommage. Les 10 plus rapides s'offraient une deuxième montée officielle, celle du top 10. Objectif, une place dans le top 3. Invité surprise de cette demi-finale, Nicolas Willock a échoué au 10e rang avec sa Honda CRX, mais la performance mérite d'être amplement soulignée. Willock a surpris, même lui. Mais moi, je suis tout perturbé, ouais. Mais très content, ouais. Malgré un peu la pluie, ouais. Tout s'est bien passé, ouais. Alors ça s'est passé comment cette montée-ci? Un peu glissant, ouais. Un peu glissant parce que bon, j'ai dû changer de pneus en milieu d'après-midi à cause du temps. Mais bon, ça a été. On fait avec. Doté d'un pied droit très lourd, Daniel Reuter a effectué une superbe première montée avec sa Porsche 914-6 avant de multiplier les erreurs lors du top 10. La pression, sans doute. Cette fois-ci, c'est pas bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tu veux trop en faire et ça ne va pas. Donc on surconduit, on essaye d'être devant 22. J'étais devant 22 ou quasiment devant, mais ça n'a pas fait. Donc ça n'a pas été. 2 erreurs, voilà. Bon, on fera mieux la prochaine fois. Oui, on fera mieux la prochaine fois. Ouais. Classé en 8e position, Bernard Herrmann a démontré qu'un coup de volant, cela ne s'oublie pas. Avec un chrono d'1 minute 36 corrigé à 1 minute 35, M. BHR pouvait se montrer satisfait de sa prestation. Je suis très content parce que c'est pas la Porsche, évidemment, il faut que je me réhabitue avec un peu moins de puissance. Et je roulais bien propre, je suis étonné d'être dans les 10 et ça me convient parfaitement. Parfait, pas d'erreur durant cette montée-ci, la dernière? Non, très calme, j'ai un peu passé l'âge. Roi du spectacle, Maxime Hébran est aussi un sprinter hors pair. En 1:33.9, il a tout donné au volant de son Opel Manta 2,4 litres, ce qui l'a laissé au 7e rang général. Je suis très étonné, ouais. C'est la première fois sur 6 ans que j'arrive à me qualifier dans les 10. Ouais. C'est très bien. Alors comment s'est passée cette fameuse montée du top 10? J'ai essayé d'être un peu plus propre, mais c'est toujours difficile. Mais voilà, ça a été impeccable. Datant de 1966, la Volvo 122S de Bernard Lamy continue de faire des étincelles au fil des éditions, avec à la clé un nouveau top 10 et même un rutilant top 6 avec un temps corrigé de 1:33.7. Surpris parce que la concurrence était grande cette année, je trouve. Un peu de pluie aussi, véhicule pas très facile à conduire, mais enfin, généralement dans les 10 premiers, donc à la première montée. Voilà. Et celle-ci maintenant, celle du top 10, c'était comment? Celle du top 10, à mon avis, un tout petit peu moins bien. Je dois encore rester 7-8e comme ça. Mais c'est déjà pas si mal, je pense. Au volant de l'Opel Manta Hack, un excellentissime Cédric Cherin a mené au 2e rang des dernières Legend Boucle de Spa. Vincent Duchesne a effectué un véritable récital au maquisard. Il prenait une superbe 5e place générale avec un temps corrigé de 1:30.6, de quoi le ravir. Je m'y attendais pas parce que moi je suis plutôt pilote de traction. Et là, en propulsion, je ne m'y attendais pas du tout, surtout sur l'eau. Toute la journée, ça n'a pas vraiment été. Et puis là, je sais pas, j'ai eu un déclic, c'est sûrement le fait qu'il y avait le chrono qui tournait qui a fait un petit déclic.
Mais là, ici, cette montée-ci, je pense que c'était moins bien. On a fait demi-tête à queue à la première épingle et moins vite un peu partout après. Donc, je pense que c'est fini maintenant. Mais c'est déjà chouette. Mais c'est déjà chouette, content de la première montée. À l'année prochaine. La dure loi du Final Tree, c'est notamment de condamner le 4e plus rapide. Et comme info rétro, il n'a pas manqué grand-chose à la Lancia Beta Monte Carlo Groupe 4 de Jean-Pierre Van de Hover. Seul le manque de puissance de l'italienne peut expliquer la fin du parcours de NOS 22. L'auto va vraiment bien, c'est extraordinaire, franchement. En 4 secondes d'écart, c'est vrai que ça commence devant, ça pousse très fort avec des engins toujours plus performants. Moi, je pense que j'ai exactement le même temps que l'année passée en gagnant sur le sec. Donc, je pense que j'ai bien roulé, je pense que les autres ont mieux roulé. Oui, ça n'explique pas tout. Ah ben, je suis limité, la voiture a fait 22. Je pense l'année dernière, je fais 22 cette année. Je pense que je ne saurais pas aller beaucoup plus vite, quoi. Ou alors, oui, risquer le tout pour le tout et de la mettre au tas. Mais j'ai fait 55 courses avec et j'ai pas envie de la casser aujourd'hui, quoi. J'ai encore 2 courses à faire cette année et voilà, quoi. 3 pilotes allaient donc pouvoir entamer une ultime montée pour la victoire finale cette fois. Présent pour la première fois avec cette Ford Escort RS 2000 MK1, Geoffrey Léon était clairement en mode apprentissage accéléré et un top 3, c'est déjà une première victoire. Je suis content, je ne pensais pas être là. Maintenant, voilà, je la découvre encore. Je regrette d'avoir fait un mauvais choix de pneus maintenant. J'aurais dû rester comme tout le reste de la journée. Ça se passe bien, ici j'ai un peu chipoté, donc j'espère que ça va passer, on verra bien. Une autre Escort MK1 pointait au 2e rang avant l'ultime montée, la surpuissante auto de l'artiste François de Spa, donné grand favori par de nombreux observateurs, mais néanmoins tombé sur un os blanc au terme des 2 premières montées officielles. D'abord c'est quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, qui est hyper sympa, donc ça fait plaisir de se battre contre quelqu'un de sympa comme lui. Et oui, mais j'ai pas dit mon dernier mot. Alors, il y a une question d'équipement pneumatique. On parle beaucoup de pneus pour l'instant. Est-ce que vous avez changé entre la montée en or et le top 10? Non, c'est la même. Franchement, je pense que j'ai le bon choix. Enfin, il n'y a pas vraiment de super choix ici parce que c'est quand même gras. Mais bon, moi, je suis content de mon choix. Ce sera le même pour la finale? Oui, bien sûr, oui. Tant qu'ils sont chauds. Ce qui signifie qu'à une montée du terme de la journée, le plus rapide était un nouveau venu, remplaçant au pied levé le convalescent Tony Kevers, vainqueur de Faux-Rétro. Le pistard Grégory Pez s'est rapidement fait un nom dans le milieu de la montée historique. En montant en 1:25.921, le concessionnaire VW distribuait une fameuse carte de visite. C'est une course de côte, donc c'est à l'opposé du circuit. Hyper amusant parce que ce matin, je ne savais pas comment je m'appelais. Il faut le reconnaître, c'est relativement gras, il faut s'adapter à la voiture, essayer de la comprendre et puis j'ai la chance de m'en sortir un peu visiblement. Alors, première montée en or, meilleur chrono et avec une jolie petite avance, même corrigée, 8 dixièmes d'avance, c'est bien. C'est bien, je suis hyper étonné. Hyper étonné, j'ai dit à François et à Geoffrey, je viens pour m'amuser, je viens surtout pour Tony. Et oui, voilà, je n'ai pas de mots. Eh bien, Tony va être content parce que vous êtes qualifié pour le top 3. Encore mieux. Restait donc à apprécier ces artistes une dernière fois et comme on pouvait s'y attendre, Geoffrey Léon clôturait son apprentissage en 3e position, grappillant encore une seconde au cours de la dernière montée. Je suis super content. La bagnole, j'apprends à la connaître et il faut un peu la brutaliser, ça va aller. À mon avis, les temps vont tomber tout doucement. Différence par rapport à celle de François? À mon avis, une soixantaine de chevaux, une bonne soixantaine de chevaux. Les pneus, c'est peut-être pas le bon choix, mais voilà, je sais pas si j'aurais été plus vite. Non, je suis content. Et avec la Porsche, ça aurait pu aller plus vite? Je crois que ça aurait été un peu plus vite. J'ai l'impression, maintenant je me trompe peut-être, c'est difficile à dire. J'ai l'impression d'être plus vite sur la fin et dans le rapide, quand on est plus vite en général, le temps tombe, mais je sais pas. C'est donc à un imparable duel qu'on allait assister. Grégory Pez enfonçait le clou en signant le meilleur chrono absolu de la journée, 1:25.481, un chrono corrigé en 1:26.250 par la grâce d'un coefficient d'âge pas nécessairement favorable à la Golf 2 du début des années 80. Un peu plus stressante que les autres, vu le statut des 2 montées avant, et je ne sais pas où est le résultat maintenant. Geoffrey et François viennent de me mettre 3 secondes, donc je les félicite, parce que vu le nombre d'années qu'ils le font, je me réjouis de leur en mettre 3 dans une dizaine d'années aussi. Bon, quel que soit le résultat, vous revenez l'année prochaine?
Ah, on verra avec Tony. J'espère que Tony sera dans la voiture à ma place l'année prochaine. Vraiment. Maintenant, on verra. Hein. Si ça peut se faire, ça se refera. En cette fin d'après-midi du 15 août, c'est à une sorte de nouvelle apparition que l'on assistait. Déchaîné, piqué au vif, François Despas descendait son chrono de 3 secondes pleines. Le coefficient d'âge faisait le reste. Et celui qui se voyait aussi attribuer le titre de roi de l'escorte remportait une extraordinaire victoire au classement général. Oui, je sentais bien que j'étais bien avec mes pneus et que je savais où je pouvais aller plus vite, quoi. Donc j'ai gardé le meilleur pour la fin. Les deux autres viendront. Ah bah je crois. Hein. Ben, c'est 2 potes hein, maintenant, donc ils peuvent revenir, il n'y a pas de souci. Grande bière pour tout le monde maintenant? Oui, grande bière pour tout le monde. C'est une fois encore un très grand spectacle qu'on a assisté au Maquisard avec dans les rôles principaux 3 garçons dans le vent, aussi doués que sympathiques, les acteurs d'un scénario à grand suspense au terme d'une journée parfaite. L'organisation a vraiment bien tourné, tout le monde a sait ce qu'il a à faire et c'est vraiment fantastique. Je crois qu'on a atteint un nombre de montées jamais égalé. Et puis il y a cette montée en or qui vous tient particulièrement à cœur et là on a encore vécu un truc gigantesque. C'est fantastique. Pas d'autre mot. La victoire ici de François Despas avec cette amélioration dans la dernière montée. Mais on a vécu la même chose à Forêt-Trop, une amélioration de 2 secondes de Tony, si tu te rappelles, dans la dernière montée. Et ici, François m'a dit, il va aller chercher 3 secondes. C'est fameux. Forêt-Trop et le Maquisard ont rendu leur verdict et ravi les passionnés. Rendez-vous au printemps prochain pour une nouvelle montée historique méritant plus que jamais le titre de championnat du monde des gars du coin, même si les autres sont également les bienvenus. En attendant, on profite une dernière fois de la montée en compagnie de Vincent Duchesne et l'Opel Manta A. À l'année prochaine.